Le rôle de l'individu dans l'histoire, c'est une question philosophique vraiment importante pour nous en tant que militants révolutionnaires, mais pas juste au niveau de la philosophie. Parce que, qu'est-ce qu'on se fait dire aujourd'hui en tant que révolutionnaire? On se fait dire, tu sais, le système, il est comme il est. T'sais. Il n'y a rien qu'on peut faire pour le changer. L'exploitation a toujours existé, on ne peut pas contrôler les forces économiques qui dictent nos vies. Puis le capitalisme, c'est un système qui veut que les jeunes et les travailleurs se sentent impuissants, qu'on sente qu'on ne peut pas renverser le système, puis qu'il n'y a rien qu'en tant qu'individu on peut faire pour le changer. C'est un système qui suscite l'apathie puis le désespoir. Mais nous, les marxistes, on a une vision différente. On peut changer l'histoire, puis il y a un rôle pour les individus dans la lutte pour le socialisme. Mais la question, c'est quel rôle exactement les individus peuvent jouer. Puis avant d'aborder directement la question, il faut quand même parler du matérialisme historique en général. Parce qu'avant Marx, l'histoire était décrite comme étant l'histoire des grands hommes et des grandes femmes. Les historiens analysaient la pensée de tel ou tel homme d'État ou tel individu, leurs décisions, leur rôle particulier dans l'histoire. Puis tout était ramené à l'action consciente d'individus. Puis contrairement à cette approche-là, ben, au début du 19e siècle, les historiens français en particulier ont commencé à étudier les conditions économiques de telle ou telle société, puis de voir que l'histoire était soumise à certaines lois. Puis c'était suite à la Révolution française. La Révolution française elle-même, ça avait démontré que les événements historiques étaient certainement pas juste causés par quelques individus, qu'il y avait des forces beaucoup plus puissantes que juste des grands hommes ou des grandes femmes. Puis pour citer un de ces historiens-là de l'école d'après la Révolution française, qui s'appelait Chateaubriand, la citation est assez intéressante. Il dit « Il faut que l'historien raconte les plus grandes atrocités sans indignation et parle des plus hautes vertus sans amour. Que d'un œil glacé, il regarde la société comme soumise à certaines lois irrésistibles, de manière que chaque chose arrive comme elle devait inévitablement arriver. » Puis donc, l'analyse de l'histoire puis de la société comme étant soumise à des lois, c'était quelque chose de progressiste. Mais je ne sais pas si vous avez vu le problème avec la citation. Parce que ça dit des lois irrésistibles et que chaque chose arrive comme elle devait inévitablement arriver. Mais le problème ici, c'est que elle est où la place pour l'individu? C'est une perspective fataliste. Puis ce qui est drôle, c'est que souvent, il y a des gens qui vont accuser les marxistes d'être fatalistes. Puis oui, les marxistes, on croit que l'histoire est soumise à des lois. Mais quelle loi? C'est une proposition fondamentale du marxisme, une proposition de base que dans l'histoire, généralement parlant, en dernière analyse, le courant de l'histoire est déterminé par le développement des forces productives puis des relations entre les hommes et les femmes dans le processus de production, c'est-à-dire les relations de classe. Mais ça, ces deux propositions-là, le rôle des forces productives, le rôle de la lutte de classe, ça a été caricaturé avec le temps pour dire que les marxistes réduisent tout à l'économie. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu ça. Comme si tout dépendait automatiquement, directement des forces productives. Puis donc la stagnation des forces productives, la lutte de classe prend le dessus, un système est renversé automatiquement. Puis dans cette perspective-là, c'est un peu comme si les marxistes ne laissaient pas de place pour l'action des individus. Puis qu'on serait tout le temps constamment soumis à des forces économiques aveugles qui déterminent tout. Puis l'histoire, ce serait juste le clash impersonnel des classes. Puis ça, c'est une caricature de ce qu'on défend. Puis je pense que une des grosses victoires du marxisme dans le champ de l'histoire, c'est d'avoir surmonté la dichotomie entre, d'un côté, des individus qui déterminent l'histoire par leur action subjective, puis de l'autre côté, l'histoire soumise à des lois objectives. En fait, le marxisme, ça montre la relation dialectique entre les conditions économiques, sociales générales et la place des individus dans ce général-là.
On a réussi à réconcilier les deux. Puis j'espère montrer qu'il y a un rôle pour l'individu, pour les individus dans l'histoire. Maintenant, où est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par dire, comme j'ai dit, en dernière analyse, ben les développements économiques, la lutte des classes, sont les forces motrices de l'histoire. Mais c'est quoi, c'est l'histoire? Qui fait l'histoire? L'histoire est faite par des vrais individus, des vrais êtres humains vivants. J'ai une citation de Marx Engels qui exprime mieux que je pourrais le faire, cette idée-là. Ils disent « L'histoire ne fait rien. Elle ne possède pas de richesse énorme, elle ne livre pas de combat. C'est au contraire l'homme réel et vivant, qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ses combats. Ce n'est pas, soyez-en certains, l'histoire, en guillemets, qui se sert de l'homme comme moyen pour réaliser ses fins à elle. Elle n'est que l'activité de l'homme qui poursuit ses fins à lui. » Une autre citation de Engels, qui est vraiment intéressante aussi, il dit ça dans une lettre personnelle à un autre camarade, il dit, et je cite, « L'histoire se fait de telle façon que le résultat final se dégage toujours des conflits d'un grand nombre de volontés individuelles, dont chacune à son tour est faite telle qu'elle est par une foule de conditions particulières d'existence. Il y a donc là d'innombrables forces qui se contrecarrent mutuellement, un groupe infini de parallélogrammes de forces d'où ressort une résultante, l'événement historique. » Fait qu'il explique que c'est plein de volontés individuelles qui clashent et qui forgent des conditions pour des événements quelconques. Fait que si on commence avec l'idée des volontés individuelles, comme le dit Engels, on a individuellement une certaine liberté d'action dans la poursuite de nos buts dans la vie. On peut décider le matin, ah non, je vais rester me coucher ou je vais aller prendre une marche. C'est une décision puis on peut la prendre. Je vais aller manger je vais aller boire un café au Tim Hortons ou je vais aller au Starbucks. Je vais aller amener mon CV dans une usine ou je vais aller amener mon CV dans un resto. C'est des exemples un peu banals, mais même des exemples banals comme ça démontrent que notre liberté personnelle, notre libre arbitre, voilà le mot que je cherchais, il est limité. Parce que quand tu es né dans une famille ouvrière, qui n'a pas une scène, c'est sûr que tu vas être forcé de chercher une job. Tu vas devoir vendre ta force de travail pour un salaire. Puis oui, tu peux choisir entre Starbucks et Tim Hortons, mais qu'est-ce qui arrive si tu n'as littéralement pas une scène? Là, tu n'as pas de libre arbitre. Il faut que tu ailles à la banque alimentaire. Fait que même dans des exemples un peu banals comme ça, on voit que, où on a une certaine liberté de prendre des décisions, on voit qu'on est poussé à aller dans une direction ou dans une autre. Puis à l'échelle plus large, on entre dans des relations économiques contre notre volonté. Puis ça, on le dit des fois, mais même les capitalistes sont sujets à des lois économiques qui ne contrôlent pas. Un capitaliste individuel peut décider d'investir dans Tesla, dans Facebook, dans Amazon ou peu importe. Donc des capitalistes individuels décident où est-ce qu'ils investissent, mais à travers les gestes individuels, il y a des lois qui émergent de ça. Il y a la surproduction, les crises, les faillites, les conflits entre des monopoles, les courses pour des matières premières, tout ça. Aucun capitaliste individuel voulait ça, mais ça arrive pareil. Parce qu'à travers les interactions supposément individuelles, il y a des lois qui émergent. Et ces lois-là limitent sévèrement le libre arbitre des individus. Puis pour prendre un exemple clair, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas un politicien qui pourrait prendre le pouvoir puis ramener la France au féodalisme. Je sais qu'Emmanuel Macron, il aimerait ça être roi, mais il ne peut pas ramener les relations économiques du 18e siècle. La plupart des Français nés en 1760 auraient été des paysans, puis ils ne l'ont pas choisi. Puis la plupart des Français aujourd'hui seraient nés dans des familles ouvrières, puis on ne choisit pas ces relations économiques-là dans lesquelles on est. Puis ça rappelle la fameuse citation de Marx. Je cite, « Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. » Il dit « La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. » Fait qu'il n'y a pas d'individu qui est assez puissant pour changer le cours de l'histoire juste de sa propre volonté. On est tous nés dans des conditions qu'on n'a pas choisies. Mais quand même, on voit dans l'histoire des individus qui jouent un rôle clé, qui jouent des fois un rôle décisif dans des grands événements. Mais après ça, la question, c'est qu'est-ce qui permet à des individus de laisser leur marque
quelques exemples. Il y a le fameux exemple de Hitler. Qui peut nier que Hitler a joué un grand rôle dans l'histoire? Un rôle horrible, mais un grand rôle pareil. Puis il a rendu le règne du fascisme complètement barbare par sa mentalité personnelle. Mais on ne peut pas regarder Hitler isolé de son contexte. De 1918 à 1923, c'est une période révolutionnaire en Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, l'humiliation du traité de Versailles, la période des années 20, c'est une période de crise, en particulier avec 1929. Puis c'était toute une période de révolution et de contre-révolution en Allemagne. Puis malheureusement, le leadership de la classe ouvrière n'a pas été à la hauteur. Ça n'a pas permis de mener une révolution socialiste victorieuse. Et donc, dans cette période-là, en Allemagne, il y avait une grosse polarisation de la société vers la gauche, mais aussi vers la droite. Puis le point de ça, c'est que c'est pas Hitler qui s'est créé lui-même comme individu. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sait que Hitler a essayé un coup d'État en 1923, 10 ans avant de prendre le pouvoir. Puis c'est un échec lamentable. Il a fini en prison parce que les conditions pour le fascisme n'étaient pas réunies à ce moment-là. Mais 10 ans plus tard, mais ça avait changé. Puis les couches petites bourgeoises, appauvries, les paysans appauvris sont devenus... si on veut, la proie de la propagande fasciste. Ils sont devenus la base de masse pour un vrai mouvement fasciste de masse. Puis c'est sur cette base-là que Hitler est devenu Hitler. Fait que la montée au pouvoir d'Hitler, c'était pas un accident historique. Le fait que ce soit Hitler lui-même, oui. Fait que ça pose la question, est-ce que Hitler, c'est lui qui a rendu tout ça possible? La réponse est oui et non. Parce que mettons qu'Hitler meurt d'une maladie à l'âge de 5-6 ans, puis ne devient jamais un adulte. Ben, ça n'aurait pas changé les conditions générales de l'Allemagne des années 20, des années 30. Puis dans ces périodes-là, il n'y avait pas juste les nazis, les SS, il y avait plein de clubs, de groupes d'extrême droite. Il y avait plein de candidats au rôle de Hitler, si vous voulez le mettre comme ça. Fait qu'un remplacement pour le personnage de Hitler aurait été trouvé. Ça aurait été différent. Hitler a une personnalité. Mais le clash entre la classe ouvrière et la petite bourgeoisie serait arrivé pareil. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, nous le faisait lire au secondaire, La part de l'autre, écrit par Éric Emmanuel Schmitt. Non, ça vous dit rien? C'est un livre où il y a deux histoires en parallèle. Puis c'en est une, c'est l'histoire de Hitler, sa montée au pouvoir, tout ça. Puis l'autre, c'est l'histoire de Hitler s'il avait été accepté à l'école d'art de Vienne, c'est ça. Puis là, l'histoire est complètement différente. La guerre mondiale n'arrive même pas. C'est comme... Puis ça montre à l'absurde une vision one-sided du rôle de l'individu dans l'histoire. Mais non, sans la présence d'Hitler, il y aurait eu ce gros clash-là entre la classe ouvrière puis la petite bourgeoisie. Puis ben, c'est pas exclu qu'un fascisme avec un autre personnage à la tête aurait pris la place. Puis donc, sur la question du rôle de l'individu dans l'histoire, il y a un petit livre exceptionnel qui a été écrit là-dessus par Plekhanov qui s'appelle « Le rôle de l'individu dans l'histoire ». Puis il explique ce point-là sur la place des supposés grands hommes. Et il dit la chose suivante. Il dit, et je cite, « Les personnages influents peuvent, grâce aux particularités de leur esprit et de leur caractère, modifier la physionomie particulière des événements et certaines de leurs conséquences partielles, mais ils ne peuvent en changer l'orientation générale, laquelle est déterminée par d'autres forces. » Fait que c'est ça le point. Des individus peuvent amener leur couleur aux événements, mais ne changent généralement pas l'orientation générale de l'histoire. Un exemple plus récent, Donald Trump. Pourquoi c'est lui qui est devenu président des États-Unis en 2016? Un raciste, incontrôlable, sexiste. Comment on peut expliquer ça? Mais ça faisait longtemps qu'il y avait une crise aux États-Unis, que l'establishment avait complètement désindustrialisé le pays, il y avait des dettes en masse, la pauvreté, du racisme. Puis ça s'est reflété dans une grosse polarisation aux États-Unis, à gauche et à droite. Parce que avec la montée de Trump, parallèle à ça, il y avait la montée de Bernie Sanders comme un socialiste démocratique avoué. Et à droite, ça s'est coalisé autour de Trump. Puis Trump, en tant que milliardaire, malgré qu'il était un milliardaire, apparaissait comme étant pas vraiment dans l'establishment, étant contre l'establishment. Lui, c'était comme un gros doigt du milieu à l'establishment, puis il a été élu en promettant de ramener les jobs, de « Make America Great Again ». Mais Trump, en devenant président, a été mis dans une position où il pouvait laisser sa marque sur l'histoire.
Puis la classe dirigeante l'aimait pas parce qu'il était complètement imprévisible. Puis la présence de Trump dans la Maison-Blanche, ça a renforcé les groupes d'extrême droite, ça s'exprimait dans l'émeute au Capitole en janvier de l'année passée. Puis on peut dire généralement que les événements auraient été différents si Trump avait pas gagné son élection en 2016. Mais encore une fois, on peut se demander, mais qu'est-ce qui a permis à Trump de faire l'histoire, entre guillemets? Mais c'est la crise générale du capitalisme américain, la crise de la classe dirigeante qui est pas capable de faire élire un politicien qui a de l'allure. Puis les gens trustent pas les politiciens de l'establishment. Donc c'est pas surprenant que dans le contexte général du déclin du capitalisme américain, ben un clown comme Trump devienne le président. Tu contrastes ça à l'époque de la guerre civile, la guerre révolutionnaire d'indépendance américaine. Les politiciens avaient bien des défauts, mais c'était des héros, des gens courageux. Tout ça, Trump, Biden, c'est ridicule. C'est à l'image du système. Tu sais. Ce qu'on voit avec Trump aux États-Unis, c'est un processus général aussi. On l'a vu avec Bolsonaro au Brésil, la montée de Marine Le Pen en France, Duterte aux Philippines, c'est un clown lui aussi. Mais ces figures-là, ils représentent quelque chose. Ils représentent l'effondrement du libéralisme, qui est aussi une conséquence de la crise du système capitaliste. Fait que c'est ce background-là qui permet à des clowns de même de prendre le pouvoir. C'est pas un hasard. Puis mettons, si on regarde Bernie Sanders, ça c'est un autre exemple intéressant du rôle de l'individu dans l'histoire. Je l'ai dit, ça fait partie du même phénomène, la polarisation, les travailleurs, les jeunes qui cherchent à sortir du statu quo. Puis Bernie, c'est un personnage intéressant parce que c'est pas comme s'il était nouveau. Ça fait 40 ans qu'il est là, un politicien de carrière, cheveux blancs. Ça fait des décennies qu'il est socialiste démocratique. Mais pourquoi c'est maintenant que Sanders devient populaire? C'est parce que il y avait un besoin social à remplir. Des millions de personnes qui cherchent une solution de rechange à gauche, des millions de personnes qui sont critiques du capitalisme. Ben Bernie Sanders exprimait ce processus-là. Puis le point, c'est que ça n'avait pas à être Bernie Sanders. C'est pas parce que c'était lui, mais lui, il exprimait quelque chose de beaucoup plus profond. Mais là, une question qu'on peut se poser, c'est on coupe Bernie Sanders, Donald Trump de l'équation, eux aussi, il arrivait quelque chose, ils ont décidé de ne pas aller en politique quand il y avait 20 ans. Qu'est-ce qui arrive? Ben, le processus général aux États-Unis, il est le même. La polarisation augmente, puis ça aurait été reflété dans d'autres individus. Donc, dans un sens, le fait que c'est Bernie puis Trump, c'est un accident au sens historique. Ça aurait pu arriver, ça aurait pu ne pas arriver, mais c'est un accident qui exprime la nécessité d'un mouvement de masse socialiste, puis une polarisation à droite. Puis ça rappelle une citation je crois, de Engels, que je vais paraphraser, Engels ou Marx, qui dit les hommes font leur histoire, mais pas selon un plan décidé à l'avance. Leurs efforts entrent en conflit, et dans les sociétés gouvernées par la nécessité s'exprime à travers l'accident. Puis là, c'est Engels en fait, puis il dit, et c'est à ce moment-là que les grands hommes entrent dans l'équation. Que tel ou tel homme, et précisément cet homme, monte au pouvoir à telle ou telle époque, dans tel ou tel pays, c'est un accident, mais coupez-le de l'équation et il y aura une demande pour un substitut qui va être trouvé tôt ou tard. Fait que c'est avec ça en tête qu'il faut comprendre le rôle des individus dans l'histoire, qu'à des moments clés de l'histoire, certains individus finissent par représenter les intérêts de telle ou telle classe ou comme personnifier le mouvement de l'histoire. Bernie Sanders, il n'a pas créé la radicalisation à gauche aux États-Unis, mais il a fini par l'exprimer. En même temps, il y a un autre point intéressant que je veux faire avec ça, c'est qu'on ne peut pas nier que Bernie Sanders a eu un certain impact dans l'histoire, mais il aurait pu aussi, en tant qu'individu, accélérer le processus. Ce que je veux dire par là, c'est que Bernie Sanders avait une énorme autorité, puis s'il avait appelé à rompre avec le Parti démocrate, à former un parti socialiste indépendant, mais moi je pense que dans le contexte actuel, ça aurait pu être fait. Il aurait complètement pu changer la politique américaine en appelant à créer un nouveau parti. Mais il l'a pas fait. Mais donc, il nous faut une compréhension
dialectique de la question. Le processus général, ça crée les conditions pour que Bernie Sanders devienne une figure historique. Puis, dans certaines limites, il aurait pu jouer un rôle encore plus important. Donc, les individus peuvent faire l'histoire, puis peuvent, à des points tournants, un individu seul peut jouer un rôle décisif. Puis comme j'ai dit, ben le rôle de l'individu dans l'histoire, des fois, c'est posé de manière très catégorique. C'est soit c'est le libre arbitre absolu, ou tout est déterminé jusqu'à la dernière petite chose qui arrive. Puis je pense que les deux côtés ont tort. Le point, c'est que l'histoire humaine est sujette à des lois qu'on peut comprendre, et les individus font l'histoire. C'est les deux en même temps. Il n'y a pas de dichotomie entre les actions d'un individu et les événements historiques. C'est quoi la différence entre l'histoire qui est faite et l'action d'un individu? Chaque action individuelle est un événement historique en soi. Les événements historiques sont faits par des vraies personnes. Tous les événements historiques sont le résultat de l'action de plein de gens. Puis dans le livre de Plekhanov, il cite Bismarck, l'homme qui a mené l'unification allemande dans les années 1870. Puis j'avais une citation, je pense que Bismarck, lui, il se croyait juste porté par les événements, qu'il n'avait pas de rôle à jouer. Mais c'était pas tout à fait vrai. T'sais. Mais donc, ça m'amène à la question de la lutte pour le socialisme, en fait. Parce que, on entend souvent ça, des gens qui disent « Ah ouais, mais Marx pensait que le communisme, c'était inévitable. » Puis ils arrêtent la réflexion là. C'est comme si c'était juste pris pour acquis. T'sais. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que le socialisme, le communisme est inévitable? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le capitalisme a massivement développé les forces productives, rend possible pour la première fois dans l'histoire humaine la création d'une société de superabondance où les besoins de tout le monde sont satisfaits. Le capitalisme a créé la classe ouvrière, une classe qui peut enfin renverser le système capitaliste puis construire une société socialiste. Donc, l'histoire va dans cette direction-là. Puis toutes les conditions objectives pour le socialisme existent. Mais l'histoire, c'est pas un processus automatique. Et la lutte pour renverser le capitalisme, elle est menée par des vrais êtres humains avec leurs idées, avec leur créativité, avec leur expérience, avec leurs limites, puis avec leurs erreurs. Puis dans la lutte pour la révolution socialiste, il y a une différence vraiment importante avec les révolutions passées. Les révolutions du passé, c'était mettre une nouvelle minorité au pouvoir, tasser une minorité, puis en mettre une autre. C'est même la Révolution française, qui est un mouvement de masse, de paysans, de petits bourgeois des villes, un mouvement de masse, mais qui a préparé le terrain pour la domination de la classe capitaliste. Puis oui, des individus ont joué un grand rôle dans la Révolution française, tu avais des organisations, des partis, mais dans un certain sens, le capitalisme a surgi automatiquement du développement des forces productives dans cette période-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'un plan conscient pour amener le capitalisme. T'sais. Puis dans un sens, le capitalisme fonctionne, entre gros guillemets, sans contrôle conscient de la société, sans plan. Mais le socialisme, c'est différent. On parle pour la première fois, l'écrasante majorité de la société qui prend le pouvoir, qui prend le contrôle de la société. Puis ça peut juste être fait par un mouvement conscient de la classe ouvrière, conscient de son programme, de des idées, puis un groupe qui défend ces idées-là. Puis je pense que dans cette perspective-là, le rôle des individus est bien plus important que jamais avant dans l'histoire. Puis ce que je veux dire par là, je peux le montrer en regardant le fameux exemple de la Révolution russe, qu'on étudie pour beaucoup de raisons, mais il y a aussi beaucoup de leçons pour le rôle de l'individu dans l'histoire. Puis bon, la Révolution russe, on a février 1917, les travailleurs qui renversent le tsar et la monarchie. Ce qui sort de ça, c'est le gouvernement provisoire d'un côté, bourgeois, et de l'autre, les conseils ouvriers, les soviets, qui commençaient à prendre le contrôle de la société. Puis dans les soviets, les réformistes de l'époque, les socialistes révolutionnaires, les mencheviks, étaient la majorité. Ils disaient « Ah non, c'est trop tôt pour que la classe ouvrière prenne le pouvoir. Il faut soutenir le gouvernement provisoire bourgeois. » Mais on le sait, à travers les mois, les mencheviks et compagnie se sont discrédités. Les bolcheviks ont réussi à gagner l'appui des travailleurs et à mener la lutte pour que les soviets prennent le pouvoir. Mais il y a un point important ici, c'est ça, pendant 8 mois, en 1917, les soviets existent à côté du gouvernement provisoire, mais les soviets et la classe ouvrière pouvaient pas juste prendre le pouvoir tout seuls. Dans ce cas-ci aussi, l'histoire devait être faite consciemment
par des individus conscients de ce qu'ils font. Puis c'est là où on voit le parti bolchevique qui intervient. Le parti mené par Lénine, qui avait été bâti des années à l'avance pour jouer un rôle dirigeant dans la Révolution, puis qui a consciemment mené les Soviets à prendre le pouvoir en octobre 1917, qui a organisé l'insurrection, puis qui a changé le cours de l'histoire. Mais là, on peut regarder, prendre la loupe un peu, puis regarder comment ça s'est passé. Le parti bolchevique lui-même, en 1917, au début de l'année, la plupart des leaders bolcheviques ne pensaient pas que la classe ouvrière devrait prendre le pouvoir. Puis ça a pris que Lénine lui-même revienne en Russie en avril pour faire changer la position du parti. Donc il rejetait complètement l'idée qu'il fallait soutenir le gouvernement provisoire, puis il a réussi à comme orienter le parti vers la perspective, OK, la classe ouvrière, alliée avec les paysans pauvres, peut prendre le pouvoir et commencer la révolution socialiste internationale. Puis en avril 1917, c'est fascinant, Lénine était le seul leader bolchevique qui défendait cette idée-là. Trotsky était pas encore arrivé, mais par son immense autorité personnelle, puis par le fait que ses idées correspondaient avec l'expérience des bolcheviks de la base, ça correspondait à la nécessité historique de la révolution. Mais Lénine a réussi à convaincre le parti au congrès d'avril de changer sa position. C'est incroyable qu'un seul individu ait réussi à faire ça. Puis on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui serait arrivé si Lénine, pour une raison ou une autre, n'avait pas été en Russie en avril? Bien, dans une révolution, le temps, c'est un facteur, c'est pas juste un facteur secondaire. Tu sais, les travailleurs, ça ne peut pas rester mobilisés pendant des années. Tu sais, à un moment donné, le monde s'essouffle, le monde se tanne, puis ils retournent chez eux. Tu sais, puis à un certain point, c'est soit la révolution gagne, ou il y a la démoralisation qui fait son chemin. Tu sais. Fait que si Lénine n'était pas intervenu en 1917, les chances sont bonnes que le leadership bolchevique n'aurait pas réalisé à temps la nécessité de prendre le pouvoir. Puis là, je veux citer Trotsky sur cette question-là. C'est lié au rôle de l'individu dans l'histoire. Il dit, c'est dans son livre « L'histoire de la Révolution russe », il dit « Lénine ne fut pas le démiurge du processus révolutionnaire. Il s'inséra seulement dans la chaîne des forces historiques objectives. Mais dans cette chaîne, il fut un grand anneau. La dictature du prolétariat découlait de toute la situation. Mais encore fallait-il l'ériger. On ne pouvait pas l'instaurer sans un parti. Or, le parti pouvait accomplir sa mission qu'après l'avoir comprise. Pour cela, justement, Lénine était indispensable. C'est ça la relation entre un individu et des grands événements historiques. Mais Lénine lui-même, il ne sortait pas de nulle part. Dans un sens, Lénine n'est pas né Lénine. On pourrait dire que Lénine était lui-même un produit de l'histoire russe, de l'histoire révolutionnaire, de l'histoire héroïque du 19e siècle, la lutte des terroristes de gauche contre le tsarisme, la naissance du mouvement marxiste russe. Lénine est un produit de ça. Puis le parti bolchevique lui-même était issu du travail de dizaines de militants qui avaient patiemment bâti le parti pendant des années. Puis sans le parti, ça c'est l'autre point, Lénine, il n'aurait rien pu faire. Ça lui prenait une organisation pour défendre ses idées. Mais inversement, l'autorité de Lénine dans son parti venait du fait que lui-même l'avait bâti pendant 20-25 ans. Et on peut dire que les bolcheviks étaient, eux, le produit de 70 ans d'histoire du mouvement marxiste. Fait que tout ça se tient. Mais le cas de Lénine montre vraiment l'importance que peut avoir un seul individu dans la chaîne des événements historiques. Mais là, une autre remarque que je veux faire sur Lénine, c'est qu'on peut dire, OK, 1917, si Lénine n'est pas là, il y a des grandes chances que la révolution russe finisse par s'effondrer avant de prendre le pouvoir. Mais le même Lénine, en 1922-23, était complètement impuissant devant la montée du stalinisme. Ça, c'est intéressant, le même individu. Puis comment on peut expliquer ça? Ben, c'est parce qu'en 1917, Lénine naviguait dans le sens de l'histoire. Il y avait le vent dans les voiles, dans ce sens-là. Mais avec la montée de la bureaucratie, l'isolement de la révolution russe, les conditions économiques épouvantables, même Lénine, le grand marxiste, ne pouvait rien faire. Les conditions objectives étaient beaucoup plus fortes que n'importe quel individu. Puis même la veuve de Lénine, Krupskaya, disait quelques années après la mort de Lénine, disait s'il avait survécu, il serait dans une prison de Staline. Au sens où la montée de la bureaucratie était plus forte que ce que Lénine pouvait faire. Moi, je trouve que c'est un exemple fantastique de la grandeur et les limites du rôle de l'individu. Que Lénine, presque à lui seul, rend la révolution possible,
mais que 5 ans plus tard, il ne peut rien faire devant la dégénérescence de la révolution. Puis c'est ça qu'on veut dire par les limites du rôle de l'individu dans l'histoire. Fait que là, j'en arrive à ma conclusion. Puis je veux réitérer qu'il n'y a pas de contradiction entre comprendre que l'histoire est soumise à des lois et que des individus peuvent jouer un rôle. Puis oui, ultimement, il n'y a pas un seul individu qui est plus puissant que les forces économiques et sociales. Et les grands hommes, les grandes femmes réussissent à jouer un rôle précisément parce qu'ils représentent une force historique quelconque. Puis je veux finir avec un point, c'est qu'en tant que marxiste, je pense qu'on a un avantage sur les gens qui sont venus avant nous, c'est que le marxisme, pour la première fois, nous donne les outils pour comprendre d'où viennent nos propres idées, puis comprendre le sens de l'histoire. On comprend la marche de l'histoire, et vu qu'on comprend cette marche-là, qu'on voit le socialisme comme une possibilité réelle créée par le capitalisme, bien, on peut pleinement faire le choix conscient, individuel, de joindre la lutte révolutionnaire pour amener le socialisme, de jouer un rôle, puis d'être chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, un lien dans la chaîne des événements. Puis je vais finir par 2 citations de Plekhanov que j'adore, qui expriment vraiment bien cette idée-là. Il dit, OK, un grand homme est grand, non parce que ses qualités personnelles donnent aux grands événements historiques leur physionomie propre, mais parce qu'il est doué de qualités qui le rendent plus capable que tous les autres de répondre aux grands besoins sociaux de son temps. Besoins engendrés par des causes générales et particulières. Mais là, plus loin, il dit, les rapports sociaux ont leur logique. Tant que les hommes seront entre eux dans des rapports donnés, ils sentiront, penseront et agiront nécessairement d'une manière et non d'une autre. Contre cette logique, l'homme public lui aussi essaierait en vain de lutter. Le cours naturel des choses annihilerait tous ses efforts. Puis là, il dit, mais si je sais dans quel sens les rapports sociaux sont en train de se modifier, grâce aux changements qui se produisent dans le processus social et économique de la production, je sais dans quel sens la psychologie sociale se modifiera à son tour, j'ai donc la possibilité d'influer sur elle. Et influer sur la psychologie sociale, c'est influer sur les événements historiques. Par conséquent, en un sens, je peux tout de même faire l'histoire et je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle se fasse. Puis je pense qu'on peut dire à la riposte, c'est ça qu'on essaye de faire. Les conditions objectives pour la révolution existent, mais il faut que subjectivement qu'on aide à la classe ouvrière à avoir le programme nécessaire pour gagner. Puis le livre se termine sur la meilleure citation, où il dit « Et ce n'est pas seulement devant les initiateurs, en guillemets, devant les grands hommes qu'un vaste champ d'action est ouvert, mais aussi devant tous ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour aimer leur prochain. » Il dit « La notion de grand est relative. Est moralement grand celui qui, suivant l'expression de l'Évangile, donne sa vie pour son prochain. » C'est un petit peu curieux comme vocabulaire, mais c'est des mots extrêmement inspirants. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'angoisse. Ah, c'est qui notre Lénine, tu sais? Il n'y a personne d'entre nous qui va être l'individu numéro 1 qui va rendre la révolution possible. Mais tous et chacun, ayant compris que le socialisme, c'est la prochaine étape de l'histoire de l'humanité, ben, on peut jouer un rôle, ne serait-ce que le plus petit ou le plus moyen, ou un rôle quelconque dans la lutte pour le socialisme. On a tous un rôle à jouer. On peut tous être parmi les milliers de socialistes qui aident à amener ce monde-là, le monde socialiste. Puis tout le monde a un rôle à jouer dans la TMI. Donc, on n'a pas à attendre que l'histoire se fasse. On peut pleinement plonger dans la lutte pour aider à faire l'histoire.